Nous allons maintenant écouter notre troisième participant à cette table ronde, donc Jacques Coulardeau, qui a eu et qui a plusieurs vies, donc professeur agrégé d'anglais, donc enseignant aux universités de Paris 1, Paris 12, à Boulogne, à l'université de Bordeaux, titulaire de 2 doctorats, donc un en linguistique anglaise et un autre en études anglaises, auteur de nombreux articles et études, notamment sur Shakespeare, mais aussi la linguistique anglaise et générale, la littérature fantastique anglo-saxonne, la culture multimédia, et depuis peu, donc un tournant vers comment dirais-je, des travaux de recherche exclusifs, mais aussi une position de consultant didactique et de traduction pour diverses jeunes pousses de la haute technologie, notamment dans le médical et le paramédical. Et donc, riche de ce palmarès divers, nous allons vous écouter. Donc, Jacques Coulardeau pour 20 minutes, là aussi. Eh bien, passons à l'écran. J'ai envoyé une vidéo, et je ne le répéterai pas, autrement ça ferait beaucoup de redites avec ce que mes précédents orateurs ont dit. Je vais simplement reprendre quelques idées centrales qui sont les miennes dans le problème qui nous intéresse, la traduction automatique ou la traduction tout court d'ailleurs. Je fais une différence très nette entre la traduction dans les domaines techniques et la traduction dans le domaine culturel. Dans le domaine technique, un concept est fondamental et doit être repris de façon extrêmement sérieuse. C'est ce qu'on appelle en français la responsabilité civile et ce qu'on appelle en anglais accountability. La responsabilité civile, j'en resterai en français, fait que lorsqu'une traduction cause un incident, voire un accident, qui est responsable devant les tribunaux des conséquences de cet incident ou de cet accident? Je connais des cas depuis très longtemps. Ils s'accumulent les uns après les autres. Le plus récent et le plus visible dans la période actuelle s'appelle Boeing et s'appelle Boeing 737 MAX. 400 morts ou presque, avec des questions extrêmement importantes qui toutes tournent autour du langage. Les pilotes ne sont plus là pour répondre de leur responsabilité, s'ils en avaient une, mais ils ont été formés. Dans quelle langue? Les 2 pilotes ne sont pas anglophones de naissance. La langue anglaise ou bien leur langue première. Le mode d'emploi, les énormes livres que l'avion possède, sont-ils en anglais ou dans la langue première des pilotes? Les traductions, si traductions il y a, sont-elles effectivement justes, permettent aux pilotes de bien comprendre les phénomènes ou pas? Ils ont été formés très rapidement, certains ont dit au lance-pierre, dans une cabine de pilotage virtuelle. Cette cabine de pilotage virtuelle fonctionnait-elle en anglais ou en langue première de ces pilotes? Ces questions-là font qu'effectivement, la responsabilité des pilotes n'est plus sur la table puisqu'ils sont morts, mais la responsabilité de Boeing est énorme. C'est Boeing qui a assuré la formation, qui a assuré la traduction et la mise en place des livrets d'utilisation de l'avion, qui a assuré la communication, tout ce qui accompagne le travail d'un pilote. Est-ce que les
pilotes ont reçu de Boeing dans une langue laquelle une formation adéquate au danger que Boeing d'ailleurs connaissait puisqu'ils avaient eu des notes internes leur disant qu'il y avait problème et qu'ils ont négligé les notes internes de leurs propres ingénieurs qui disaient qu'il y avait problème. Voilà ce que j'appelle la responsabilité civile. C'est bien gentil de nous mettre sur une traduction automatique, aussi bonne soit-elle. Une traduction humaine, d'ailleurs, pose le même problème. D'une notice technique d'un appareil, d'une machine, d'un processus industriel ou pas industriel, s'il y a accident, qui est responsable de l'accident? Est-ce que le traducteur, raison de plus la machine à traduire, qui n'a aucune responsabilité civile en tant que machine, est-ce que c'est le traducteur ou le concepteur de la machine à traduire qui sont responsables de l'accident que la dite machine et que la dite notice a entraîné? C'est le premier point sur lequel j'insiste, et cela, personne jusqu'à présent n'en a parlé, et notre intervenant au nom de la communauté européenne n'en a pas dit un mot, or c'est fondamental. La deuxième chose, et j'irai un peu plus vite sur ces autres questions, c'est ce que j'appelle la souveraineté linguistique et la souveraineté culturelle. Il y a des mots anglais, bien sûr, en correspondance. La souveraineté linguistique et la souveraineté culturelle sont fondamentales dans la période actuelle du développement de certaines formes de revendications politiques ou pas politiques, sociales ou pas sociales, que certains appellent le populisme, que d'autres appellent l'extrémisme, et il y en a encore d'autres. On pourrait même inclure dans ce phénomène de souveraineté linguistique et culturelle le terrorisme, qui est une forme de contestation de la frustration de certaines communautés qui n'ont pas, auxquelles on ne donne pas la souveraineté linguistique et culturelle auxquelles toutes les communautés devraient avoir droit. En Europe, 24 langues officielles, mais en fait, il y a beaucoup plus de 24 langues en Europe, mais 24 langues officielles. Or, chacune des communautés de ces langues ont le droit à leur souveraineté linguistique et souveraineté culturelle. Ce qui pose énormément de problèmes dans le cadre de la traduction. Car vous commencez par simplement donner une phrase simple à M. Google Translate, on ne peut pas traduire sans prendre en compte le contexte et le cotexte. Google n'a pas contexte et cotexte. Il n'a qu'un seul mot pour la chose, un seul concept pour les deux. Le cotexte, c'est une chose, le contexte, c'en est une autre. Comment peut-il discuter, comment peut-il savoir le contexte créatif de celui qui propose le texte à traduire, qui est un contexte culturel, social, émotionnel, mental, qui n'est pas directement exprimé dans le texte, sinon sous forme de style ou de langage corporel, si c'est un texte oral. Ces choses-là doivent être prises en compte pour concevoir, pour comprendre ce qu'est la souveraineté culturelle et la souveraineté linguistique, comment traduire ces éléments qui ne sont pas dans le texte, justement, et qui sont indispensables pour comprendre le texte. Si on parle de traduction, il faudrait aussi parler de réciprocité. Et c'est un test sur lequel on peut s'amuser énormément avec Google Translate et les autres. On lui propose un texte en français, il me le traduit en anglais, on lui propose sa traduction en anglais et on lui demande de retraduire en français. Alors là, vous voyez que ça ne fonctionne plus parce qu'il va vous donner des choses en français qui n'ont plus rien à voir souvent avec. L'exemple que je donne souvent, c'est mon cousin Dominique embrasse sa cousine Dominique. Mettez ça en anglais, demandez à quelque traducteur que ce soit de le faire, il va probablement, dans le premier cas, ne pas faire trop d'erreurs, bien qu'en anglais, il n'y a pas de différence entre un cousin et une cousine, c'est le même mot, donc déjà, on aura peut-être un problème là, mais demandez-lui de retraduire
sa propre traduction en anglais, de la refaire en français, et vous êtes sûr que vous tomberez sur un cousin et un autre cousin. Les deux caractères seront nécessairement. Je l'ai fait faire à d'innombrables classes. Faites l'exemple et on obtient toujours la même chose. Et ça n'est pas résolu demain. Vous lui demandez en anglais, vous passez en allemand. C'est encore pire parce que en allemand, apparemment, Google ne sait pas qu'il y a cousine et cousine, qu'il y a un masculin et un féminin. Pour lui, c'est la même chose. Et là, on a un problème que certains ont déjà évoqué ce matin, le problème du genre. Ces machines à traduire ont des problèmes de genre grammatical, j'entends, ce qui entraîne des problèmes culturels. Dernier point, disons, sur lequel il serait intéressant, ou il me semble intéressant d'insister, c'est que le langage est une identité mentale existentielle du locuteur. Je parle alors là plus du langage technique, mais du langage général, et entre autres du langage littéraire, du langage culturel. Ce langage, identité mentale et existentielle du locuteur, comment une machine à traduire peut-elle la comprendre et l'intégrer dans sa traduction? Je dirais même comment un traducteur humain peut-il le faire? J'ai traduit d'innombrables langues. Entre autres, j'ai traduit du Sinhala, du Sri Lanka. Traduire du Sinhala, c'est très intéressant. C'est de la poésie. C'est de la poésie du 9e, 10e, 11e siècle que j'ai pris et que j'ai traduit en anglais et en français, en forme poétique. Mais comment peut-on passer d'une langue comme le Sinhala du Sri Lanka, qui a une poésie fondée sur la syllabe et le nombre de syllabes, en anglais une poésie qui n'est pas fondée sur les syllabes, mais sur les syllabes accentuées? Comment garder le fait que ces poèmes que j'ai traduits systématiquement ont un vers long et un vers court en alternance? Comment traduire, comment garder cette alternance de longueur dans une langue comme l'anglais, qui est une langue accentuée et non pas une langue de nombre de syllabes? Ce sont ces questions-là. Comment peut-on traduire ces choses-là? Un traducteur humain, c'est difficile, mais je ne vous dis pas une machine, c'est impossible. Jusqu'à preuve du contraire, et je ne pense pas que je verrai la révolution dans ce domaine-là. La machine ne peut pas prendre en compte ces éléments, et en tous les cas, là, il y a des décisions de style, il y a des décisions de traducteur que seul le traducteur humain peut prendre et que la machine, elle, ne peut pas prendre. Passer d'une langue à une autre en poésie, c'est impossible. Et alors, ne parlons pas de tout le paradigmatique et tout le syntagmatique qui est intégré dans une langue un peu créative, et la langue politique est vous n'avez qu'à écouter, si vous auriez dû, on pourrait écouter le président Macron dans sa dernière allocution, celle d'hier. Sa langue est suffisamment créative pour, en traduction automatique, donner des choses qui sont pratiquement impossible, parce qu'il n'a pas tout dit. Il a parlé 25 minutes ou je ne sais combien, mais derrière ces 25 minutes, il y avait d'innombrables autres minutes de choses qu'il n'a pas dit, mais que tout le monde a compris, parce qu'elles sont impliquées. Comment? En passant dans une autre langue, peut-on impliquer les mêmes choses qui ne sont pas dites, alors que dans une autre langue, les implications ne fonctionnent pas de la même façon? C'est là que je suis le plus critique. Alors, et je vais conclure comme ça, pour revenir au point de départ, vous voyez bien que la responsabilité civile dans le domaine industriel et technologique est importante, mais au niveau culturel, il y a aussi une responsabilité ici. Est-ce que torturer, twister, déformer, mal rendre une culture étrangère dans une autre langue
est-ce que ce n'est pas un délit, un crime, quelque chose de condamnable? Car comment peut-on faire que les deux cultures se comprennent si on n'est pas capable d'exprimer tout ce que l'une dit dans la langue de l'autre? Et j'ai bien peur que ce soit littéralement impossible de vraiment tout dire, mis à part avec des notes en bas de page, mais les notes en bas de page, on ne les lit pas, enfin, on les lit, mais c'est plus la même chose. Voilà. C'est ce que dans ce que j'ai donné en vidéo et que j'ai par ailleurs diffusé ou publié, c'est ce qui me semble être le complément de ce qu'on a déjà entendu ce matin. Voilà, et merci bien. Et donc, il y aura, j'imagine, quelques questions. Merci beaucoup à vous, Jacques Collardeau, d'avoir, entre autres choses, posé donc, à la fois la grande question de la métaphysique et de la traduction. Depuis Cicéron, hein, c'est qui est responsable, effectivement. Et derrière cette question, en filigrane, il y a peut-être l'évolution de la fonction de traducteur comme garant ou comme tiers de confiance, effectivement, pour la validité d'une communication.